Ouais, tu peux t'asseoir et tout. Tiens, vas-y, tiens, assieds-toi. Bon, alors, monsieur Ziké, d'abord, comme ça, hein. Zikia, c'est Zikia. Ah, il est jeune, Ça hein. vient d'où? Quelles sont les origines de votre prénom, votre nom? Ben, il avait cette gueule-là, hein, quand je l'ai rencontré, c'était ça. Hein. Ouais, c'était cette tête. Oh là là. Il y a beaucoup de bobines, là, dans votre machine, là, parce que... Comment dire? C'est un hasard. C'est finalement un coup de bol pour moi, mais un complet hasard. Ziké venait de terminer Oro, il venait de le signer chez Hachette. Il avait déjà dans l'idée d'écrire d'autres livres, ça lui plaisait, et il cherchait un secrétaire pour l'assister dans cette tâche. Par hasard, il en a parlé à une copine qui travaillait dans son hôtel, une copine à moi, qui m'a rapporté la chose, qui m'a dit il y a un mec qui cherche un secrétaire. Et moi, je suis allé le rencontrer et il m'a embauché quasiment de suite. Et je l'ai rencontré, disons, un mercredi. Le jeudi, j'étais à Barcelone. Le samedi, j'étais au Maroc et c'était parti, quoi. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à raconter parce que j'ai rien vu, quoi. J'étais embarqué. Et ben, quand tu rencontres un type comme ça, il sortait de la jungle, il était en pleine force, il avait pas 35 ans. Moi, j'étais obligé de faire allégeance, quoi. Il m'était évidemment, comment dire, supérieur. C'était évidemment un chef, un grand frère, comme il aimait dire. Et je me suis mis tout de suite sous sa protection. Il y a une scène intéressante. C'est que quand on était en route vers le Maroc, en pleine nuit en Espagne, on s'est retrouvé dans un petit bistrot. Et en Espagne, vous voyez, il y a des comment dire, des jackpots, des machines à sous, avec des petites figurines qui défilent. Et quand on est arrivé dans ce bar, il y avait plein de flics. Et on avait une voiture complètement pourrie, il était évident qu'on allait avoir des ennuis. Et là, il ne s'est pas dégonflé, on est rentré dans le bar, on a commandé, on a bu. Il est allé jouer au jackpot et il a fait 6 fois de suite jackpot. Ce qui fait que les gendarmes, qui étaient suspicieux au départ, ont été admiratifs et on est quasiment partis sous les acclamations. Et ça, c'est la scène qui, moi, m'a emporté, quoi. M'a dit, oh, ce mec-là, il faut que je le suive parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il a d'abord obéi à un désir de sa mère, qui avait rencontré des journalistes, et qui, sachant que la vie de son fils avait été si aventureuse, trouvait là une façon de comment dire, le faire rentrer dans la vie respectable. Écrivain, c'est respectable, c'est mieux que bandit du bout du monde, quoi. Donc pour faire plaisir à sa mère, il s'est plié à cet exercice. En écrivant Oro, il s'est rendu compte que ça lui plaisait beaucoup, que c'était créatif, et c'était un créateur, c'était un type qui adorait l'art, qui adorait la peinture, qui adorait le cinéma. Et à cet exercice, il a pris un plaisir immense, et dès qu'il a terminé Oro, il a voulu continuer. C'est pour ça qu'il m'a embauché. Et ce plaisir, c'est pas, en 25 ans, il n'a pas baissé, quoi. Il a passé les 25 années suivantes à chercher, à inventer des nouvelles formes, à essayer de changer de sujet, de changer de genre, d'expérimenter, de faire un conte cruel par ici, une farce par là, un polar, un autre bouquin d'aventure, un thriller. Il a vraiment pris plaisir à ça, à essayer d'être un écrivain. Voilà, c'est là où Kersozon s'écroule. Voilà. Vous en avez déjà vu des comme ça? Voilà. Tu vois, Yves Courrière rigole, c'est gagné, quoi. Vous êtes... Pète l'écran quand même. Hein? Vous en avez tellement mieux qu'on n'en ait pas. Bah, moi, j'étais devant ma télé chez moi. Hein. Enfin, on était à l'hôtel avec un autre comparse qui s'appelle Flacon. Et il faut savoir que quand il a signé Oro avec les gens d'Hachette, Ziké, il a dit je vous préviens, je passe pas apostrophe. Là, les gens d'Hachette l'ont pris pour qui c'est cette brute là, ils croient qu'il va passer apostrophe. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit oui, donc vous inquiétez pas.
Et quand Pivot a demandé à ce qu'ils viennent à Apostrophe, ils l'ont supplié. Ils ont dit, vous ne pouvez pas nous faire ça, il y a toute une équipe qui travaille, Apostrophe, vous ne vous rendez pas compte. Et il a fini par accepter d'y aller. Donc, on était dans le sud de la France, avec donc Flaco, lui est parti tout seul à Paris. Et donc, on a allumé le téléviseur, et puis voilà, on a vu notre chef, notre patron, là, à l'écran. Et quand Pivot, à ce moment-là, Pivot a lu une lettre de l'ambassadeur du Costa Rica qui se plaignait de la présence de ce filou, ce bandit, cet aventurier sur le plateau d'une émission aussi respectable qu'Apostrophe. Et là, Flaco et moi, on a ouvert une bouteille de whisky parce qu'on savait que c'était gagné, quoi. La lettre de cet ambassadeur authentifiait toute l'histoire. On savait que ça y est, c'était parti, que les gens allaient y croire maintenant. Et ça ne s'est pas démenti parce que le lendemain, samedi matin, il était dans toutes les librairies, il était sur toutes les lèvres, c'était une explosion, quoi. Et notre statut de mi-clochard qui survivait avec les courses est devenu un genre de rockstar, quoi. Un beau souvenir. Pour résumer, on va dire qu'on ne pouvait pas faire de plan à plus de 10 minutes. L'avenir était sans cesse remis en cause avec lui. C'est un type qui bougeait très vite, qui changeait d'idée comme on boit un coup, quoi, comme on allume une clope. Par exemple, comme un jour, il décide, on est à Paris, il veut partir en voyage, il dit oh, on va aller voir le Grand Nord, on va aller voir les Inuits, on va faire du troc avec les trappeurs. Allez hop, on prend un avion, on va jusqu'à New York, puis Anchorage, on arrive à Anchorage, il fait froid, c'est pas beau, c'est laid, il y a des bars à pochetron, dit ah ben non, ça va pas nous plaire, ça fait longtemps que les Inuits font plus du trafic avec les trappeurs. Il dit bon, c'est pas l'endroit, on va aller à Rio de Janeiro, c'est bien la plage, c'est bien, on va être au soleil, il y a des belles filles, on va à Rio. Donc des billets d'avion, trouver des places dans le prochain, parce qu'il faut partir dans la minute. Hein. On se retrouve à Rio, il fait 10 mètres, il dit non, c'est pas là, hein, les gars, non, les tropiques, on a marre, les brésiliennes, on connaît ça, on va aller en Asie. Et hop, parti pour Singapour. On se retrouve à Singapour. Singapour, il fait chaud, c'est pas Singapour. Bon, on va aller voir l'Australie. On va à Sydney. Sydney, c'est pas ça. On va aller dans le bush. Ah, dans le bush, on sera bien, les gars. Vous allez voir, le bush, c'est bien, le désert, c'est sain. Et on se retrouve avec les aborigènes. Et là, il dit, on est bien là, les gars. Hein. Et nous, on dit, oui, chef. Ouais, on est bien. Il n'y a pas un rad, il n'y a pas une gonzesse, il n'y a que le désert et puis un village d'aborigènes. On a voyagé à travers le monde, d'abord pour claquer tout ce pognon qui venait des livres et que lui ne voulait pas garder, donc c'était les palaces, un autre coup les aborigènes à dormir dans le sable, un mois plus tard un grand hôtel à Bangkok, du jeu, du casino, claquer le pognon. M'endurcir, moi, me faire découvrir le monde, parce que moi, avant, j'avais pas beaucoup voyagé, donc ça m'a permis d'avoir un regard, de connaître des bandits. Moi, je connaissais pas les bandits. Donc, dîner avec un bandit, c'est quand même quelque chose, quoi. On apprend. Hein, un trafiquant de coke, un braqueur de banque, un tueur à gages. Permis aussi de monter mes petites aventures perso, parce que je l'avais jamais fait. Moi, j'étais un petit écrivain parisien, j'ai monté des petits commerces, j'ai ouvert des bars, j'ai monté un équipage de pêcheurs de perles, bref, vivre la vie, quoi. Et une fois, comme fait exprès, une fois que j'étais un peu endurci, l'esprit ouvert à l'aventure, on est rentré vers l'Europe, on s'est mis dans une île des Baléares qui s'appelle Minorque, et là on a écrit à outrance. C'était un génie.
Et on m'a déjà posé cette question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est vrai? Et je réponds toujours la même chose. Non seulement c'est vrai, mais en plus il en manque. On n'a raconté que le plus vraisemblable. Je ne dirai rien d'autre sur cette question. La liberté. Il y a un vent de liberté qui souffle sur toute cette œuvre qui est phénoménal. Des types qui ne respectaient aucune loi autre que la sienne. Vraiment, dans toutes ses actions. Je vous racontais tout à l'heure qu'on a voyagé autour du monde pour claquer l'argent, alors qu'il venait quand même de faire fortune. Je veux dire, n'importe qui d'autre, il met ça en banque, il en place 10% dans l'immobilier ou je ne sais où, et puis il se la vit tranquille. Non, 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 il a fallu qu'il dépense tout. Ça faisait partie de sa conception de la liberté. On ne thésaurise pas, on ne se repose pas sur ses lauriers, on fait tout pour se retrouver pauvre, parce que quand on va se retrouver pauvre, quand on va se retrouver assis sur le trottoir, là, dans une ville, on ne sait pas où, il va falloir qu'on réagisse, il va falloir qu'on invente autre chose, il va falloir qu'on reconquiert sa liberté. Et voilà, c'est un conquérant de la liberté. Et je pense que les lecteurs sentent ça. Parce qu'on est tous pareils, on vit dans des sociétés qui nous corsettent, qui nous imposent des lois. Il y a un patron, il y a un chef, il y a des horaires, et il y a le loyer à payer. Et lui, ça franchissait tout ça, quoi. Et je pense que les lecteurs, ça les emporte, ça les fait rêver. Ouais, je pense que la clé de tout, c'est la liberté et la sincérité. Il me dit, des gens qui me disent, j'ai lu Auro à 15 ans, j'ai lu Auro à 20 ans, j'ai lu Auro à 30 ans, ça a changé ma vie. Ziké, c'était beaucoup de gens ne lisent que Ziké. C'est des gens qui ont été rebutés parce qu'il est en magasin, quoi, par les bouquins, ça les emmerde, la littérature, ça les emmerde. Et ils trouvent dans Ziké quelque chose qui les remet à lire. Beaucoup de gens lisent Ziké, San Antonio et Bukowski. Ça, j'ai eu plusieurs. On a eu du vivant de Ziké plusieurs messages comme ça. Je ne lis que vous, ou alors San Antonio, ou alors Bukowski. Et puis j'en ai eu d'autres dont exactement les mêmes noms depuis que j'ai fait mon blog. Des gens qui n'aiment plus lire, qui aimaient lire, qui aiment bien l'acte de lire, mais que la production actuelle fait chier, quoi. Pour parler poliment. Et je suis fier, à mon âge, de ne rien posséder. Rien. Une paire de bottes, 2-3 jeans, 2-3 blousons et rien d'autre. Et ma survie est pratiquement quotidienne. Elle ne me pose pas grand problème non plus. Et ça va. Ça, c'est vrai, ça, ou c'est Ouais. du Non, mythe vrai. un peu? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. À cette époque-là, il survit aux courses comme d'habitude. Et c'est vrai que peut-être la possession, en fait, est une C'est espèce vraiment de- quotidien, ouais. Ouais. Et en plus, il a un train de vie qui est quand même à un certain niveau, quoi. Il m'avait téléphoné la veille. Et c'était une discussion assez étrange. Il m'a dit, c'était un homme qui vivait pas dans le passé, hein. Il était toujours projeté dans la prochaine aventure, dans son prochain personnage, dans son prochain destin. Et là, il m'a dit que pour la première fois, il avait analysé sa vie, son vécu. Il s'était penché sur ses souvenirs. Et qu'il était très content parce qu'il avait eu une vie exceptionnelle. C'était un homme qui ne se vantait pas, mais là, il était vraiment content. J'ai fait des choses, mais absolument insensées. Mon parcours sur cette terre a été jonché d'aventures. J'ai connu la gloire, la richesse, la pauvreté, la violence, la sensation de grande liberté. Et il m'a dit, je kiffe chaque instant.
Je pense qu'on a raccroché peu après. Et oui, je pense que c'est les dernières paroles, quoi. Je kiffe chaque instant qui m'est adressé. Et le lendemain, j'étais en train de faire la sieste, le téléphone sonne. Et dans cette espèce de sommeil d'après-midi, je sens que c'est pas bon, quoi. Je dis, oh putain, oh c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et je me lève, je vais au téléphone, j'interroge le répondeur. C'est Patricio, le neveu, qui me dit j'espère que je suis bien chez Thierry Poncet, j'ai une mauvaise nouvelle, rappelle-moi quand tu peux. Bon, j'ai rappelé, mais je savais déjà, quoi. Voilà. Si vous voulez me faire pleurer à la caméra, vous n'y arriverez pas. Ah non, mais t'inquiète pas, T'inquiète, non, c'est c'est pas pas le du but. tout le but de la pleurniche. Ça tourne? Oui, oui, ça tourne. Bon, tu me l'as, ça, hein. Bon. Mais ouais, c'est marrant cet aspect, comme quoi les gens. Et connaissant le bonhomme, tu pouvais te dire aussi, est-ce que c'est pas un coup? Est-ce qu'il disparaît pas? Est-ce qu'il n'est pas à faire son Rastapopoulos quelque part? Mais il n'aurait pas fait ça à ses deux fils. Il n'aurait pas fait ça à sa fille. Et j'aime à penser qu'il ne m'aurait pas fait ça à moi, quoi. Oh bah c'est très bien. De toute façon, ce que fait Satouf, c'est bon, hein. En fait, Riyad Satouf avait, dans Charlie Hebdo, une chronique, un strip vertical qui s'appelait La vie secrète des jeunes, où il passait des scènes vues, quoi. Et un jour, il était à la terrasse d'un bistrot, et son voisin de table, une sorte de flambeur avec la BMW, qui est en train de draguer une ex, il se met à parler de Ziké. Et le type, il est explosé, il rigole. J'ai plus les mots exacts en tête, mais Ziké, il prend le meilleur, il laisse le reste au chien. Il y a une scène qu'il avait marquée dans Sahara, c'est quand... excusez-moi, il nettoie au citron le sexe des prostituées pour éviter les... soi-disant, les maladies. Et Satouf dessine ça, dessine ce mec en train de s'éclater à raconter ses horreurs. Et donc, Satouf, il se dit, mais qui est ce mec? Ziké, je ne connais pas. Et moi, je lisais Charlie, toutes les semaines. Et moi, quand j'ai Ziké au téléphone pour le coup de fil quotidien de 2 heures, je dis tiens, il y a un mec qui t'a croqué, il parle d'un lecteur, elle me dit ah bon. Et c'est comme ça qu'il a pris contact avec Riyad Satouf, et c'est comme ça qu'ils ont pris rendez-vous. Et rendez-vous dont Satouf a tiré cette planche qui est, à mon avis, très bonne. Il a bien vu comment on est séduit par le personnage. Il n'a pas été choqué. Je pense que c'est un type vachement ouvert. On n'arrêtait pas de rigoler. Tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui fascine les gens. Il y a aussi qu'on rigole bien. Tu dis un Ziké, Florian, vous avez rigolé, non? Hein? Oro, c'est jamais l'histoire d'une mine d'or, si c'était pas drôle. Mais Ça fait partie de l'aventure. Ouais, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pourriture qui exploite tout le monde, là, qui fout son bordel là-bas dans la jungle? On s'en fout. C'est parce que c'est drôle. Sahara, c'est encore plus drôle. C'est du comique, quoi. La vision qu'il y a des Tamatchek, elle est vraie, mais c'est vu du côté drôle de la chose, quoi.
compteur tourne. Bon, Ça commence à faire cher. tu peux continuer. Vous allez vendre la voiture avant de partir. Merci beaucoup.